Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Le corps humain comporte-t-il des mystères qui échappent à la science médicale? En Arkansas, une parachutiste s'écrase après une chute de 3300 mètres. Et elle survit. Comment? Dans l'État de New York, un homme est carbonisé dans son sommeil. La combustion humaine spontanée existe-t-elle? J'ai vu beaucoup d'incendies, mais jamais rien de tel. Et en Angleterre, une jeune fille se charge à bloc d'électricité. Est-elle un réseau électrique ambulant? Ma mère n'osait pas me toucher si j'allumais un interrupteur, car elle était traversée par une décharge électrique. Oui. C'est un monde étrange. Et j'adore ça. Le corps humain. Incroyable, n'est-ce pas? Celui-ci, du moins. C'est une photo de moi à la plage. Voilà de quoi on a l'air à l'intérieur. À moins de croire à la réincarnation, on n'en a qu'un pour la vie. A-t-on seulement la moindre idée de l'extraordinaire potentiel du corps humain? Ou le tient-on pour acquis? Certains croient qu'on est bien plus qu'un paquet de chair et d'os, et qu'il se passe dans le corps humain des phénomènes que même la médecine moderne n'est pas en mesure d'expliquer. Est-ce vraiment le cas? Quelqu'un a un remède contre les indigestions? Le 9 octobre 2005, à Siloam Springs, en Arkansas. Hi, what's your name? You know my name. À 21 ans, la mordue d'adrénaline Sheila Richardson est sur le point de faire son premier saut en parachute solo. All right, Shana. Rick West, le mari de Shayna, est aussi son instructeur de parachutisme. Elle était très bien préparée pour ce genre de saut. Le casque de Rick est muni d'une caméra pour filmer le saut de Shayna. Ils feront un saut à 3300 mètres, soit plus de 3 km d'altitude. Au début, tout se déroule comme prévu. La sortie s'est bien passée. Elle a fait un saut parfait. Rick et Shayna piquent vers le sol à la vitesse limite de chute de 190 km/h. Après 30 secondes de chute libre, Shayna tire sur le câble d'ouverture. On m'entend dire dans la vidéo, je n'avais pas réalisé à quel point elle était dans le pétrin jusqu'à ce que je lève les yeux. Rick est alors envahi par un sentiment d'horreur. Lors du premier saut de sa femme en solo, son parachute ne s'ouvre pas. Désespéré, Shayna l'abandonne et déploie son parachute de secours. Mais son parachute de secours a fait défaut lui aussi. Impuissant, Rick assiste à ce qui s'annonce comme les derniers moments de sa femme. Shayna est partie en vrille. À 2500 mètres du sol, le parachute de secours de Shayna s'en mêle. Hors de tout contrôle, elle pique vers le sol à plus de 20 mètres à la seconde. J'ai été pris de panique. Elle tournoyait sans arrêt
tandis qu'elle fonçait tout droit vers les voitures, les semi-remorques, la route et les bâtiments. Impuissant, Rick ne peut que regarder Shayna se diriger vers une mort certaine. C'était affreux. J'en avais la nausée. Sous le regard horrifié de Rick, Shayna s'écrase dans un stationnement. Elle allait certainement mourir, si ce n'était pas déjà fait. En me posant, j'ai tout de suite éteint la caméra. Je voulais lui dire combien je l'aimais et j'étais désolé. Elle gisait dans une mare de sang. Sa lèvre inférieure était littéralement arrachée. Elle était toute ouverte sous le nez. On pouvait presque voir ses os. Mais un phénomène relevant du miracle se produit. Je pensais sincèrement que j'allais y passer. Après une chute de plus de 3 km sur l'asphalte, Shayna est toujours en vie. Mon visage a percuté le sol une fraction de seconde avant le reste de mon corps. Les médecins ont comparé mes fractures à une coquille d'œuf éclatée. Je me suis cassé presque tous les os du visage, les orbites, les sinus. J'ai perdu 5 dents en avant, de sorte qu'on a dû me reconstruire le visage. J'ai eu une triple fracture du bassin et je me suis cassé la jambe droite. Les médecins de Shayna s'expliquent mal comment elle a survécu. Et à leur grand étonnement, Shayna n'est pas la seule survivante. Les premiers mots que j'ai entendus les médecins prononcer ont été le bébé. Rick et Shayna ignorent qu'elle est enceinte. Miraculeusement, la mère et l'enfant s'en tirent tous les deux. Leur fils Tanner est aujourd'hui âgé de 5 ans. Malgré un dénouement heureux, les médecins n'y comprennent toujours rien. Les médecins n'en revenaient tout simplement pas. Ça tient du miracle, c'est à n'y rien comprendre. Comment Shayna et l'enfant à naître ont-ils survécu à cette incroyable chute? Comment ont-ils été sauvés? Chris Hart se spécialise dans les enquêtes sur les accidents d'aviation. Il a étudié attentivement le cas de Shayna et en est arrivé à une conclusion controversée. La façon dont elle a percuté le sol y est pour beaucoup dans sa survie. On croit que Shayna a piqué tête première au sol. Mais Chris Hart n'est pas d'accord. D'après la vidéo, je ne crois pas qu'elle soit tombée sur le visage. Elle a clairement un angle d'approche de 45 à 60 degrés. Elle a touché le sol les pieds d'abord, puis les jambes, le côté et enfin la tête. Les blessures aux jambes et au bassin sont courantes lorsqu'on atterrit sur les pieds. Quand on tombe tête première, on ne subit généralement pas ce type de blessure. Chris Hart croit que l'angle d'approche de Shayna a été déterminant pour sa survie, puisqu'elle a incidemment mis en pratique une technique de sécurité en parachute. Les lois de la gravité ont fait en sorte que son corps a percuté le sol dans une position semblable à celle d'un atterrissage en roulé-boulé. La technique d'atterrissage en roulé-boulé améliore les chances de survie à un atterrissage rude sans se blesser. Elle consiste essentiellement à répartir la force de l'impact sur 5 parties du corps. On commence par poser la plante des pieds au sol, puis les mollets, les cuisses, les hanches et enfin le côté du corps. Ce type d'atterrissage a la même fonction que le pare-choc d'une voiture. L'idée est de protéger la tête et le corps agit comme un amortisseur de choc. Mais qu'en est-il des blessures de Shayna au visage? Comment un atterrissage réussi a-t-il pu donner lieu à des blessures aussi graves? Même si elle n'est pas tombée tête première, elle a percuté le sol à une vitesse phénoménale. Elle a été blessée sur toutes les parties du corps directement touchées. Son visage a sans doute heurté le sol en dernier, mais à une vitesse telle qu'il a été sérieusement endommagé. Vu le manque d'expérience, il est encore heureux que Shayna ait effectué un atterrissage de type roulé-boulé. Sinon, elle aurait certainement péri. Elle a eu une chance inouïe. L'exécution fortuite d'un atterrissage en roulé-boulé a-t-elle sauvé la vie de Shayna? Ou l'explication échappe-t-elle à la science? À 21 ans, Shayna Richardson vit le pire cauchemar de tout parachutiste.
son parachute ne s'ouvre pas et elle percute le sol après une chute de 3300 mètres. Contre toute attente, elle survit. Comment? Sophie Burnham est auteure. Elle croit que l'expérience de Shayna relève littéralement d'un miracle. Je ne vois aucun autre moyen d'expliquer sa survie, si ce n'est une intervention divine. Un ange a dû intervenir. Elle a été soustraite aux lois de la gravité. On a tous entendu parler des anges, mais est-ce vraiment ce dont il est question ici? Les anges sont des messagers de Dieu et peuvent prendre différentes formes. Ils viennent au secours d'innocentes personnes dont l'œuvre dans ce bas monde n'est pas finie. Les anges font tout pour sauver des gens d'une mort éventuelle, parfois en faisant dévier un projectile, parfois en leur évitant un accident de voiture. Ils peuvent influer sur toutes les lois de la physique de l'univers. Ils ont certes fait de l'excellent travail, mais comment au juste un ange a-t-il sauvé Shayna? Pour moi, il ne fait aucun doute qu'un ange a accompagné Shayna au sol ou a amorti sa chute pour qu'elle ne tombe pas aussi brusquement qu'elle aurait dû. C'est une théorie intéressante, mais comment la prouver scientifiquement? Les miracles ont souvent des explications scientifiques, et ils ne sont pas moins des miracles pour autant. Je sais que certains écartent la possibilité que Shayna ait été sauvée par un ange. Je n'ose même pas imaginer dans quel état on l'aurait retrouvée si un ange n'était pas intervenu ce jour-là. Elle aurait été complètement démembrée et retrouvée en bouillie sur le sol. La scène aurait été épouvantable. Ça aurait été insoutenable. C'est incroyable. Sophie croit que Shayna a échappé à la mort grâce à un ange qui serait intervenu au dernier moment pour lui venir en aide et amortir sa chute. Est-ce vraiment possible? Quoi qu'on en pense, force est d'admettre que l'histoire de Shayna tient effectivement du miracle. Mais un ange gardien a-t-il ralenti sa chute, sauvant du coup la vie de Shayna et de l'enfant qu'elle portait? Qu'il se fasse connaître, on le remercie. John Leach est psychologue de la survie auprès des forces armées norvégiennes. Il croit que la survie de Shayna s'explique par une théorie nettement plus terre-à-terre. Si une personne tombe en chute libre, elle atteindra après environ 12 secondes la vitesse de chute maximale. Peu importe la durée de la chute, la vitesse ne dépassera pas 190 km/h. Si Shayna avait percuté le sol à la vitesse limite de chute de 190 km/h, les chances de survivre à sa chute auraient été pratiquement nulles. Si ces chances de survie étaient si minces, comment se fait-il que Shayna et Tanner soient toujours là aujourd'hui? On peut voir sur la vidéo que le parachute n'était pas complètement hors d'usage. Autrement dit, il a quand même servi à freiner la chute, si bien qu'au lieu de tomber à 190 km/h, soit la vitesse limite de chute sans parachute, les rapports indiquent qu'elle aurait heurté le sol à 80 km/h. La survie de Shayna a-t-elle quelque chose à voir avec sa vitesse de chute? Ou a-t-elle été sauvée autrement? L'âge a certainement joué un rôle dans sa survie. Des études et des analyses d'accidents de la route survenus à différentes vitesses montrent que Shayna se trouvait dans la meilleure tranche d'âge pour survivre à une collision à 80 km/h, c'est-à-dire de la fin de l'adolescence au début de la vingtaine. Pour John Leach, le facteur décisif dans la survie de Shayna est l'angle d'impact. Mais pour des raisons fort différentes de celles invoquées par le Dr. Hart. Je ne crois pas qu'elle ait utilisé une quelconque technique d'atterrissage. Le parachute l'a maintenue en position horizontale, si bien qu'elle a subi des blessures caractéristiques de ce type d'impact au sol. Le fait qu'elle ait percuté le sol à l'horizontale plutôt que sur la tête ou les pieds a également augmenté ses chances de survie. Pour John Leach, le parachute partiellement déployé, l'âge de Shayna et son atterrissage à l'horizontale sont autant de facteurs qui lui ont permis de survivre à sa chute.
Tous ces facteurs réunis ont décuplé ses chances de survie. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Ce sont les lois de la physique. L'étonnante survie de Sheena s'explique-t-elle par la physique? Ou est-ce le fruit d'une intervention divine? A-t-elle été sauvée par une puissance supérieure? Ou est-ce un heureux hasard si elle a appliqué la technique du roulé-boulé? Pour l'instant, le mystère persiste. Mais tout ça est décidément bizarre ou quoi? Au nord-ouest de l'État de New York, un homme est carbonisé pendant son sommeil sans aucune explication. Les enquêteurs tentent de répondre à une question troublante. La combustion humaine spontanée existe-t-elle? Les restes d'une incinération sont plus importants encore que ce qu'on a trouvé sur les lieux de cet incident. Le feu est un élément formidable. On l'utilise partout, si bien qu'on serait perdu sans lui. Il sert à une foule de choses. L'une de mes préférées, faire des grillades. Pour cela, encore faut-il l'allumer. Mais l'ennui avec le feu, c'est qu'il peut être notre meilleur ami et notre pire ennemi. Est-ce que vous sentez quelque chose? En 1986, Ray Harland, alors étudiant, est en visite chez son père Jack, coroner dans l'État de New York, lorsque le téléphone sonne. Ce coup de fil annonce le début d'une des histoires les plus étranges de leur vie. Mon père exploite le salon funéraire local et était alors coroner du comté. Un homme seul était décédé. J'ai accompagné mon père pour l'aider avec la dépouille. Le défunt est George Mott, un ancien pompier de 58 ans. Quand Ray et Jack arrivent sur place, tout semble normal. C'était une maison comme les autres de l'arrière-pays dans les Adirondacks. Rien ne laisse présager ce que les Harlan sont sur le point de découvrir à l'intérieur. La première chose que l'agent de l'État a dite, c'est que mon père n'aurait pas besoin de sa civière cette fois. En entrant dans la maison, un élément indique à Ray et Jack qu'il ne s'agit pas d'un décès comme les autres. Tout était recouvert d'une pellicule noire ressemblant à de la suie. C'était étrange, car on aurait dit qu'il y avait eu un feu sans que rien brûle. Où peut bien être George Mott? En explorant la maison, ils font une découverte troublante. En entrant dans la chambre, on a aperçu M. Mott étendu sur son lit. J'ai grandi dans un salon funéraire, alors j'ai vu des milliers de cadavres dans toutes les conditions. Même sur le lieu d'un incendie, je n'avais jamais rien vu de tel. Son corps calciné avait formé une empreinte parfaitement définie sur le matelas. Il ne restait de son corps que la tête, quelques côtes et son pied droit. Tout le reste était parti en fumée. Qu'est-il arrivé à George Mott? Ces restes carbonisés indiquent qu'il est mort dans un incendie, mais ce n'est pas un incendie comme les autres. On trouve habituellement les corps entiers après un incendie. Il ne manque pas de morceaux. Même après une crémation où une personne est incinérée pendant 6 ou 7 heures, les restes sont plus importants que ceux trouvés sur les lieux. Voilà un mystère aussi macabre que déconcertant. George Mott a été réduit en cendres fines. Mais étonnamment, les objets qui l'entourent n'ont même pas roussi, y compris une boîte d'allumettes à quelques centimètres de là. Comment est-ce possible? De plus, partout dans la maison, des éléments indiquent qu'il s'agit d'un incendie hors du commun. Tous les objets de plastique ont fondu, du boîtier de la télévision au téléphone, qui a été réduit en une vulgaire boule de plastique. Le mystère s'épaissit. Quel genre de chaleur ou d'incendie peut réduire un homme en cendres et faire fondre le plastique, mais épargner une maison? Les pompiers ont cru qu'il s'agissait d'une fuite de gaz sous son lit, mais les dommages auraient été nettement plus importants. Aucune fuite n'a été détectée. Ray avance sa propre théorie.
Quand j'ai parlé de combustion humaine spontanée, on m'a regardé comme si j'étais complètement fou. La combustion humaine spontanée, ou CHS, est un phénomène inusité, voulant qu'une personne s'enflamme subitement sans aucune raison apparente. Étonnamment, 40 autres cas de CHS ont été documentés au cours du siècle dernier. Personne dans la pièce n'en avait entendu parler. Ils ont tous eu la même réaction et se sont demandé de quoi je pouvais bien parler. L'enquête sur le décès de George Mott est toujours irrésolue. Mary Harlan n'a aucun doute sur ce qui s'est passé. Je crois toujours que c'est un cas de combustion humaine spontanée. Je ne vois aucune autre explication. Pour moi, c'est clair. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est connu, les batteurs de heavy metal ont la mauvaise habitude de fumer à tout moment. Mais un pauvre homme, innocent, qui ne fait mal à personne, et qui part en fumée pendant son sommeil? Que se passe-t-il au juste? Sommes-nous en sécurité? Oh non, pas encore! George Mott a-t-il été victime de combustion humaine spontanée? Un humain peut-il prendre feu et brûler sans raison apparente? La combustion humaine spontanée est un phénomène aussi horrible qu'étonnant. Ceci étant dit, elle est bien réelle. Un homme est carbonisé dans un étrange incendie inexplicable. Est-ce la preuve que la combustion humaine spontanée existe? Après avoir étudié cet incroyable phénomène pendant plus de 3 décennies, on peut affirmer avec certitude que la combustion spontanée existe. Larry Arnold est auteur. Il se consacre à l'étude de la combustion humaine spontanée. Il a examiné le cas de George Mott. Visiter les lieux de ce phénomène aussi rare qu'étonnant donne froid dans le dos. C'est assez sinistre. On se retrouve devant un corps encore plus calciné qu'après des heures d'incinération à des températures extrêmes. Comment George Mott a-t-il pu s'enflammer? Larry Arnold croit que la réponse pourrait être invisible à l'œil nu. On s'est demandé quelle aurait été l'énergie nécessaire pour incinérer George Mott dans les conditions naturelles. Et si une particule pouvait être porteuse d'une telle énergie? On a étudié la question du point de vue de la physique quantique. On a découvert une particule infiniment petite, encore plus petite qu'un atome, mais qui contient un niveau d'énergie phénoménal. Larry Arnold a baptisé ces particules subatomiques des pyrotrons. Malgré leur petite taille, elles seraient gonflées à bloc. Elles sont si petites qu'elles peuvent traverser librement la matière tridimensionnelle et peut-être même des galaxies sans jamais rencontrer d'obstacles. Mais selon Larry, lorsque les pyrotrons entrent en contact avec une barrière physique, les résultats sont catastrophiques. En de rares occasions tout à fait fortuites, le hasard fait qu'un pyrotron chargé à bloc d'énergie se heurte à la matière que constitue le corps humain. Cette collision serait à l'origine de la combustion humaine spontanée. C'est un peu comme si une mini-bombe nucléaire explosait à l'intérieur du corps. La combustion humaine spontanée résulte-t-elle de la collision entre un pyrotron et une particule à l'intérieur du corps humain? George Mott a-t-il été victime d'un phénomène physique inouï? On ne connaît actuellement aucun mécanisme chimique qui donnerait au corps humain la capacité de s'enflammer subitement et d'être anéanti par le feu. Joe Nickell est enquêteur du paranormal. Il croit fermement que la combustion humaine spontanée n'est qu'un mythe, et il a une explication rationnelle. J'ai examiné 30 cas, rapportés entre le 18e et le 20e siècle. Pour chacun de ces cas, il y avait une source plausible d'allumage. L'explication la plus logique, dans le cas de George Mott, est la présence d'une boîte d'allumettes posée directement sur son concentrateur d'oxygène. Peut-être s'est-il tout simplement levé pour allumer la cuisinière et une étincelle s'est logée dans ses vêtements.
comment une simple étincelle, ou même une cigarette, aurait-elle pu brûler un corps humain à ce point? En termes médico-légaux, on appelle ce phénomène l'effet de mèche. La mèche d'une bougie, par exemple, ne produit pas de flamme intense. La mèche agit uniquement comme un conducteur. Maintenant, imaginez que le corps humain est une chandelle avec la cire à l'intérieur. Le corps contient beaucoup de graisse et les graisses sont très inflammables. Quelle horreur! Comment quelqu'un peut-il se transformer en bougie humaine? Les vêtements agissent un peu comme une mèche. Une fois que le corps prend feu, les vêtements et le matelas absorbent les graisses libérées qui alimentent le feu, qui fait fondre plus de graisse, et ainsi de suite. C'est pourquoi l'effet de mèche engendre un phénomène de combustion si efficace. Mais si nos vêtements prenaient feu, pourquoi ne pas simplement les éteindre? Dans certains cas, la victime a fait une crise cardiaque. Dans d'autres, elle s'est endormie et le feu s'est déclaré dans une matière inflammable près d'elle, enfumant la pièce et asphyxiant la personne dans son sommeil si bien qu'elle n'a jamais réagi. Joe Nickell croit que cette théorie explique l'absence presque complète de dommages causés par le feu autour du corps. Puisqu'il ne s'agit pas d'un incendie majeur, les objets à proximité ne brûlent pas. De la même façon, on peut s'asseoir près d'un feu de camp et griller des guimauves sans pour autant s'enflammer. C'est la même chose avec l'effet de mèche. Comment expliquer alors que des objets ont fondu un peu partout dans la maison? La chaleur s'accumule et s'intensifie. Les objets situés au-delà d'une certaine limite fondent en raison de la chaleur accumulée à ces endroits. Dans le cas de George Mott, tout était recouvert d'une pellicule de suie. C'est généralement le cas lorsqu'une quantité importante de matière organique brûle. Pour Joe Nickell, l'explication est claire. La seule chose que la science humaine nous révèle sur la combustion humaine spontanée, c'est qu'elle n'existe pas. Le cas de George Mott n'a rien d'un mystère. Considérez cette affaire résolue. La théorie de Joe Nickell prouve-t-elle que la combustion humaine spontanée n'existe pas? Ces affreux décès s'expliquent-ils par l'effet de mèche? On a tenté de valider cette théorie en laboratoire. D'autres disciplines médico-légales ont essayé, elles aussi. On n'a pas pu recréer ces incendies dans un environnement contrôlé. Ni nous, ni les enquêteurs du comté d'Essex n'y sommes parvenus. La combustion humaine spontanée est un phénomène aussi horrible qu'étonnant. Ceci étant dit, elle est bien réelle. La combustion humaine spontanée se peut-elle vraiment? Voilà une question encore controversée. Ce que l'on sait avec certitude, en revanche, c'est que tout ça est décidément très étrange. Une Britannique croit avoir des pouvoirs défiant la science. Peut-elle maîtriser l'énergie électrique? L'idée que les choses pourraient mal tourner m'effraie au plus haut point. Dans le domaine de la médecine, rares sont les phénomènes qui n'ont aucune explication scientifique. Oh mon Dieu! Quelle horreur! Oh! Il n'en demeure pas moins que certains mystères parfois inexplicables ont de quoi glacer le sang. Ou, comme dans la prochaine histoire, créer une légère tension au bout des doigts. Bizarre. Ou quoi? Originaire de Londres, en Angleterre, Debbie Wolfe croit être une enfant comme les autres. Il m'a fallu un certain moment pour comprendre que j'étais différente, mais ma mère l'a su tout de suite. Debbie est âgée de 4 ans quand sa mère remarque un comportement inhabituel chez sa fille. Ma mère a relevé des anomalies récurrentes. Je déchargeais systématiquement les piles des baladeurs des gens autour de moi. J'avais tendance à griller les ampoules. Ma mère n'osait pas me toucher si j'allumais un interrupteur, car elle était traversée par une décharge électrique. Étonnamment, cette fillette semble accumuler des charges impressionnantes d'électricité. Comment expliquer ce phénomène? Pour Debbie et sa famille,
C'est le début d'une épreuve aussi troublante que choquante. Chaque fois que je m'approchais du téléviseur, les chaînes et le volume changeaient tout seuls, ou la télé s'éteignait. Mon père m'interdisait d'entrer dans le salon quand il écoutait le football pour éviter que les chaînes s'emballent. Étonnamment, chaque fois que Debbie interagit avec un appareil électrique, des dommages s'ensuivent. Elle les fait surchauffer, décharge les piles et fait exploser les ampoules. Au fil du temps, son problème ne fait que s'aggraver. Je me souviens d'un incident en particulier. Je devais avoir environ 6 ans. J'accompagnais ma mère dans une de ses boutiques préférées. Chaque fois qu'on passait devant un lampadaire, il s'éteignait. Les capacités électriques de Debbie s'intensifient à chaque pas. Une fois arrivée au magasin, la situation dégénère. Les vêtements étaient suspendus sur des supports de métal. Pour une raison que j'ignore, chaque fois que j'y touchais, je voyais le courant passer et je l'entendais crépiter. Ma mère a essayé de m'en éloigner. Mais sa mère ne réagit pas assez vite. Debbie électrifie tout le magasin et fait sauter des fusibles. Le magasin est plongé dans le noir. Terrifiée par l'étrange pouvoir de sa fille, la mère de Debbie sort en trombe du magasin. Ma mère m'a interdit de toucher certaines choses, car c'était vraiment perturbant. Qu'arrive-t-il à Debbie Wolfe? Devrait-elle consulter un médecin? Ou peut-être un électricien? Malheureusement, le problème persiste. Quelque 30 ans plus tard, elle en souffre toujours. C'est très pénible. J'ai perdu un emploi dans une boîte de nuit parce que chaque fois que je passais devant la cabine du disc jockey, la musique s'arrêtait. Ma maison est un véritable cimetière d'appareils électriques. Je déteste par-dessus tout prendre l'avion, mais je n'ai pas le choix. J'ai horreur de ça. La seule pensée que je pourrais arrêter un avion en plein vol me donne la chair de poule. L'idée que les choses pourraient mal tourner m'effraie au plus haut point. Debbie est-elle capable de générer une puissance électrique fatale? Si oui, comment et pourquoi? Croyez-le ou non, elle n'est pas la seule dans cette étrange situation. Des milliers de personnes en souffrent, si bien que ce phénomène porte un nom. Le syndrome de l'interférence du lampadaire. Les personnes qui en souffrent sont appelées des sliders. Qui sont-elles? Et comment portent-elles une telle charge électrique? Sont-elles en danger? Le sommes-nous? Bill Beatty est ingénieur électricien. Il croit avoir une explication. J'en ai entendu parler pour la première fois dans les années 1980. Et je me suis demandé si ces personnes n'étaient pas des espèces de génératrices humaines. Les personnes comme Debbie génèrent-elles elles-mêmes de l'électricité? Comment est-ce possible? William Beatty croit que cette capacité pourrait être l'expression décuplée d'un phénomène que l'on connaît tous. Si vous frottez vos pieds sur le tapis, touchez une poignée de porte et entendez une petite décharge, c'est de l'électricité statique causée par un corps chargé en électricité. Le frottement de vos pieds sur le tapis libère des électrons qui ont une charge négative. À chaque pas, la charge en électrons négatifs augmente. Un phénomène facilement mesurable à l'aide d'un voltmètre. Regardez ce qui arrive si je me frotte les pieds sur le tapis. La lumière s'allume et s'éteint tandis que je frotte mes chaussures par terre. L'énergie accumulée suffirait-elle à dérégler un lampadaire? Bill Beatty croit que les sliders peuvent générer d'importantes charges électriques d'une autre façon. Un phénomène tout naturel pourrait expliquer cette charge électrique. La respiration. Chaque jour, on prend plus de 25 000 respirations. Étonnamment, Bill croit que l'on capte des électrons dans l'air chaque fois que l'on respire. Si bien que notre organisme devient chargé à bloc. Le corps peut se charger en électricité simplement en respirant, formant du coup un champ magnétique invisible qui influe sur les appareils électroniques qui nous entourent.
Puisque tout le monde respire le même air, alors pourquoi seules quelques personnes comme Debbie perturbent-elles les lampadaires? Il n'est pas impossible qu'elles aient contracté un virus encore inconnu. Certains virus ne ressemblent en rien au rhume ou à la grippe et n'ont pour ainsi dire aucun symptôme. Un virus encore inconnu à ce jour aurait-il pour effet de favoriser l'accumulation d'électrons et de transformer les personnes atteintes en génératrices humaines? Ou la théorie de Bill Beatty a-t-elle tout d'un court-circuit? Je me suis intéressé à ce phénomène inusité, car de tous les phénomènes inusités, certains sont bien réels, et ce sont eux qui donnent lieu à des prix Nobel. Récapitulons. Les sliders ont une capacité naturelle de perturber les appareils électriques, particulièrement les lampadaires. Un type croit qu'un virus capable de charger à bloc l'organisme par la respiration pourrait en être responsable. Rien. N'y a-t-il vraiment aucune autre explication? La plupart des défaillances électriques ne sont-elles pas simplement causées par des imbéciles qui ne savent pas ce qu'ils font? Les sliders ont-ils vraiment le pouvoir de générer de l'électricité? Partout dans le monde, des centaines de personnes ont la capacité d'interférer avec l'électricité. Ont-elles un pouvoir défiant la science? Lee Colville étudie ce phénomène depuis 5 ans. Il croit avoir une autre explication. Il est très improbable qu'une personne génère assez d'électricité pour dérégler un lampadaire. À mon avis, il s'agit d'une pure coïncidence. Comment le hasard peut-il expliquer l'incroyable effet qu'ont les sliders sur le mobilier électrique, comme les lampadaires? La plupart des gens ne savent pas comment fonctionnent les lampadaires ni ce qui se produit lorsque l'un d'eux est défectueux. Voici un lampadaire avec une lampe à vapeur de sodium à haute pression. De nombreux lampadaires utilisent des ampoules au sodium. À la fin de leur vie utile, ils ne grillent pas soudainement et ne clignotent pas comme des lampes fluorescentes. Ils entrent plutôt dans un cycle de fluctuation. Ils s'éteignent, se refroidissent et se rallument. Puis ils se réchauffent, s'éteignent pour se refroidir, s'allumant et s'éteignant périodiquement. Quiconque passe sous un lampadaire au moment où il s'éteint pourrait penser en être la cause. Mais qu'en est-il de Debbie Wolfe, qui aurait provoqué une panne dans toute une rue? Les lampes d'une même rangée ont été installées en même temps. Si l'une d'elles fait défaut, alors il ne serait pas étonnant que d'autres aussi. Des lampadaires défectueux sont-ils à l'origine de ce mystère? Qu'en est-il de tous les autres appareils électriques que Debbie a détruits? L'électricité statique, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a la peau particulièrement sèche peut accumuler une charge importante. Lorsqu'elle touche des appareils électriques, elle se décharge et cause des dommages aux composantes plus fragiles. Les sliders confondent-ils simplement l'électricité statique avec des super-pouvoirs? Il n'y a aucun danger à côtoyer un soi-disant slider, car ce phénomène n'a rien d'un mystère. Un mystère qui n'en est pas un? Pas si vite. Suwan Jesse est ingénieur mécanique. Il s'est intéressé à l'histoire de Debbie. Une personne capable de générer ou de capter de l'énergie n'a rien d'ordinaire. C'est pourquoi elle a attiré mon attention. Il a une théorie pour le moins étonnante pour expliquer ce qui se passe. Je doute qu'une personne puisse générer elle-même assez d'énergie pour griller des lampadaires. Mais il n'est pas impossible que Debbie absorbe l'énergie de son entourage et la libère sous forme d'impulsions électriques. Se pourrait-il qu'au lieu de créer de l'énergie électrique, Debbie capte l'énergie des objets qui l'entourent? L'électricité joue un rôle important dans le corps humain. Théoriquement, quelqu'un pourrait avoir la capacité de stocker de l'électricité dans son corps, un peu comme un condensateur. Tous les appareils électroniques sont munis d'un condensateur. Il sert à absorber le surplus d'électricité et à le libérer en bloc. Debbie serait-elle un condensateur humain?
Son corps pourrait contenir des molécules capables d'exploiter cette capacité. Pour prouver sa théorie, Shuan J.C. a effectué des tests conçus pour amener Debbie à libérer une décharge électrique. Grâce à un oscilloscope, un instrument mesurant la tension, il a comparé l'énergie libérée à celle d'une autre personne. Je vais vous montrer des images pour voir si elles stimulent la production d'électricité. Debbie semble libérer une plus grande tension lorsqu'elle est excitée ou stressée. Shuan utilise des images susceptibles de provoquer ces sentiments. Bien qu'elles ne soient pas concluantes, certaines des expériences produisent des résultats étonnants. J'ai remarqué que la tension libérée par le corps de Debbie est supérieure à celle produite par d'autres personnes. Il s'agit donc d'un phénomène bien réel. Malheureusement, Debbie n'a aucun contrôle sur son étrange capacité. Je ne sais jamais quand je vais causer des dommages électriques ou non. Je serais riche si je pouvais faire des démonstrations dans un cirque, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Debbie et des milliers d'autres personnes peuvent-elles vraiment emmagasiner de l'électricité et la libérer en bloc? Un virus inconnu les a-t-elle transformées en génératrices humaines ou n'est-ce que le fruit d'une série de coïncidences? Quoi qu'il en soit, tout ça est décidément très bizarre, ou quoi? Voilà. 3 mystères médicaux on ne peut plus étranges. En Arkansas, une femme déconcerte les médecins en survivant à un horrible accident de parachute. Dans le nord-ouest de l'État de New York, un homme carbonisé sème le doute chez les enquêteurs. La combustion humaine spontanée existe-t-elle? Et des personnes affirment interagir avec l'électricité. Ont-elles des super-pouvoirs inexplicables? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.